RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Bonjour Jean-Marie Lette. Bonjour Hubert, bonjour tous les auditeurs. Jean-Marie, à la fin de l'année dernière et au début de cette année, on s'est ému, enfin les spécialistes, les observateurs de l'économie, par le fait que la France perdait en compétitivité sur le plan de son agriculture. Et la question se pose, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, l'agriculture française a perdu sa compétitivité par rapport aux autres agricultures sur la planète avec lesquelles elle est en compétition? Oui, il n'y a pas de débat, il y a une dégringolade de la balance commerciale française. On a effectivement beaucoup perdu sur le plan commercial, aujourd'hui, y compris avec l'Europe, avec le monde bien sûr, mais aussi avec l'Europe, où bien aujourd'hui on exporte moins dans la zone euro et on importe plus de produits de la zone euro. Alors, il faut quand même analyser les choses un peu à deux niveaux. Il y a un premier niveau, c'est qu'on a une agriculture qui est intégrée à l'Europe de façon très forte, avec des politiques d'agriculture communes qui existent depuis les années début des années 60, puisque c'est autour de l'agriculture que s'est construit l'Europe. Et puis il y a un autre niveau qui est celui dont on parle de plus en plus aujourd'hui, ce qui est celui à l'intérieur de notre frontière, nous France, quoi. Et c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser d'abord avec nos voisins immédiats. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le constat qu'on vient de faire d'une dégringolade de la balance commerciale française, ça c'est quand même des chiffres, ce sont des euros. Est-ce que c'est structurel, conjoncturel? Alors c'est vrai que quand on essaie de comprendre, on passe par ces deux phases d'analyse. Alors c'est quoi? C'est conjoncturel ou structurel? Alors c'est clairement structurel. Il y a 20 ans, on avait un solde excédentaire de 10 milliards d'euros à peu près, et aujourd'hui, cette année en 2025, on est à zéro. C'est quand même quelque chose, 10 milliards d'euros perdus. Exactement, et on l'a perdu en 15 à 20 ans, et quand on regarde la courbe, c'est une descente progressive, et aujourd'hui, il y a des pans entiers de notre agriculture sur lesquels on est dépendant de la zone euro. On peut prendre quelques exemples. Aujourd'hui, la France importe 40% de sa crème et de son fromage, et 44% de son beurre. Mais c'est quand même incroyable, 40% de la crème et du fromage. Le pays où il y a un fromage pour chaque jour et même quelquefois plusieurs pour chaque jour. Et aujourd'hui, on est complètement dépendant des autres pays européens. C'est la même chose pour la volaille. On importe plus de 50% de nos besoins de consommation en volaille. Donc, il y a des pans entiers comme ça de l'agriculture. Il reste en gros le vin et les céréales sur lesquels on est exportateur net. Et tous les autres produits, sur pratiquement tous les autres produits. On dépend de nos voisins. On dépend de nos voisins. Voire de plus que nos voisins, quelquefois, au-delà des frontières. Tout à fait. C'est quand même inquiétant, parce que nous étions quand même la première agriculture d'Europe à une époque. On l'est encore, mais on perd progressivement, tous les ans, des places, en fait, dans cette compétition. Alors, je suppose que dans une telle situation, ça alerte quand même, et il doit y avoir des responsables politiques qui veulent en savoir plus et qui cherchent à analyser les causes de cette situation. Voilà, ça a été l'objet d'une étude qui a été faite par le ministère de l'Agriculture, qui a voulu en fait comparer les exploitations, on va dire celles qui sont en capacité d'exporter. On parle pas des petites exploitations qui interviennent sur un marché local. On parle des exploitations qui sont en compétition internationale sur les grands marchés de céréales et oléagineux. Et donc, cette étude
Elle a simplement comparé les principaux pays exportateurs européens vis-à-vis des exploitations françaises. Est-ce qu'elle confirme le diagnostic qu'on vient de faire, c'est-à-dire la dégringolade? Alors effectivement, elle confirme la dégringolade et surtout, elle explique finalement pourquoi. Il y a cet écart de productivité et cet écart de compétitivité qui existe entre les fermes françaises et les autres grandes fermes européennes. Bon, sans passer en revue le pavé que ça correspond, parce qu'il y a vraiment une étude très dense qui a été réalisée. En synthèse, qu'est-ce que nous dit cette étude? Alors, si on prend la conclusion de l'étude, on peut la lire. La France a fait le choix de soutenir et d'encourager des types d'exploitation qui ne sont pas les plus performantes économiquement, mais qui correspondent à un modèle adapté aux attentes sociétales. Elle cherche à préserver les fermes familiales de polyculture-élevage en limitant l'agrandissement et ce faisant, elle empêche l'émergence de champions compétitifs. Tout est dit. Tout est dit. En gros, c'est la résultante d'une politique. C'est tout à fait ça. On a souhaité en France avoir des exploitations familiales et on se rend compte aujourd'hui qu'elles ne sont pas compétitives, elles ne sont plus compétitives sur le marché européen, tout simplement parce que, nos voisins ont fait différemment. Mais en même temps, on est satisfait parce que ça satisfait les attentes de la sociétale. Voilà. Alors, tout dépend de ce qu'on veut. Voilà. Et alors la société, dès qu'il y a un élevage de poulets qui dépasse 15 poulets, elle est vent debout pour dire ça y est, c'est de l'intensif, et on écoute en fait ce discours-là. Et on répond à ce discours-là par toute une réglementation qui empêche en fait les entreprises agricoles de se développer. Et c'est tout à fait ça. Quand on compare effectivement les fermes céréalières et oléoprotéagineuses, c'est-à-dire les exploitations de grandes cultures, on constate quoi par rapport à nos voisins? On constate que dans ce qu'on appelle chez nous les grandes exploitations, c'est-à-dire 250, 300, 350 hectares, les agriculteurs français, quand on les compare aux mêmes exploitations en Europe, les agriculteurs français sont tout à fait compétitifs. C'est tout à fait comparable. C'est même parfois meilleur que leurs homologues allemandes ou roumaines. Mais là, on parle de revenus à l'unité hectare ou revenus par exploitation? Revenus par exploitation, revenu global. Donc on a des exploitations. Parce que le critère surface, il est important, surtout quand on parle de céréales ou de léoprotéagineux. Donc le critère surface, qui est le critère finalement le plus important, là, on resterait compétitif, bien que nous ayons une taille d'exploitation plus petite. Là, on compare les exploitations à taille identique. Ah, d'accord. Taille identique. Mais le problème, c'est que ce qu'on considère chez nous comme des grandes exploitations, des grandes fermes, elles sont en compétition avec des fermes beaucoup plus grandes à l'étranger. Et quand on regarde statistiquement en France, il n'y a pas d'exploitation céréalière de plus de 500 hectares. De céréales? De céréales. Il en existe quelques-unes, mais c'est très sur rare. le plan statistique, c'est zéro. En Roumanie, c'est le cas de 3% des fermes. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Sauf qu'elles représentent 37% de la production de céréales. Ça veut dire qu'il y a, elles sont pas nombreuses, mais elles sont très grandes. Elles sont très grandes. C'est plus des milliers d'hectares. Exactement. Et en Allemagne, on a le même chose, notamment dans toute la partie est de l'Allemagne. Alors c'est vrai que c'est l'héritage de la fin du communisme et la chute du mur de Berlin, oui, où on avait des kolkhozes et sovkhozes, toutes ces formes, des fermes collectives de plusieurs milliers d'hectares qui finalement n'ont pas été déstructurées quand le communisme a disparu. Sauf qu'aujourd'hui, on est en compétition avec ces exploitations-là. Et ces exploitations-là sont intensives ou extensives? Alors, justement, le fait d'avoir de la surface, ça leur permet d'être beaucoup moins intensifs qu'en France. En fait, en France, on a les agriculteurs français ont pratiquement l'obligation d'être intensifs pour pouvoir intervenir sur les marchés et essayer de se comparer avec ces exploitations-là. Et il faut le dire, quand on a l'obligation d'avoir une agriculture intensive pour assurer le revenu de la famille dans des exploitations familiales, on est fortement dépendant de l'extérieur avec des engrais qu'il faut maîtriser, des produits phyto, de la protection, de l'agronomie, de la technicité, en fait plus de compétences pour pouvoir être compétitif. Voilà, et on est moins résilient parce que on est beaucoup plus dépendant d'un prix.
hein, quand le prix se casse la figure, on a un niveau de charge tel que, eh bien, on est tout de suite en difficulté. Et c'est là où il y a un avantage à une agriculture extensive, il faut bien le dire, dans des endroits où les surfaces sont immenses. Et il y a un deuxième avantage qui est important aussi, qui est mis en exergue là dans cette étude, c'est que nos exploitations, elles sont aussi moins vertueuses sur le plan environnemental puisque plus intensives. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre plus d'intrants. Hein, on a plus de capital investi par hectare, et donc on a, sur le plan environnemental, des exploitations sans doute moins vertueuses que ce qu'on peut trouver dans des très grandes exploitations en Europe. Et donc elles sont de plein fouet exposées aux règles de protection de l'environnement quand elles se mettent en place. Et alors ça c'est vrai pour les céréales et les oléoprotéagineux. Est-ce que pour les élevages on tire les mêmes conclusions? Alors pour les élevages, effectivement, c'est le même constat. Hein, les très grandes exploitations laitières, il en existe quelques-unes en France, mais elles représentent 7% de la production, alors qu'elles représentent 35% en Allemagne et 50% aux Pays-Bas. Et là, il s'agit notamment pour les vaches laitières de plus de 1000 vaches. Voilà, c'est des grosses exploitations laitières qui sont à plusieurs millions de quotas laitiers, enfin de litres de lait produits par an. Ça, c'est un premier constat, même constat que pour les surfaces d'exploitation. Hein. On se rappelle l'exploitation de 1000 vaches. Qui n'a jamais été installée, en fait. Qui n'a jamais été installée. Et donc, ça, c'est la taille des troupeaux. Mais est-ce que, à l'unité, les vaches laitières françaises sont plus performantes ou moins performantes que celles de nos voisins? Alors là aussi, il y a aujourd'hui un vrai souci, hein, puisque la performance laitière française est moindre que celle de nos voisins. Une vache française produit 470 litres de lait en moins par an qu'une vache allemande et 830 litres de moins qu'une vache néerlandaise. Alors c'est quoi la cause? Alors la cause, c'est sans doute beaucoup plus d'exploitation herbagère que ce qu'on peut trouver aux Pays-Bas où on est... Donc ça veut dire qu'on est plus extensif en France qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas. En élevage laitier, vraisemblablement. On est là sur l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. On a des vaches qui vont dans les pâtures. On a des vaches qui vont dans les pâtures. Et alors que c'est moins le cas dans ces élevages allemands et hollandais où les vaches ne sortent plus. Où les vaches sortent moins, oui. Sur des modèles tels qu'il existe aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Voilà. Des grosses exploitations, en fait, qui restent enfermées une grande partie de l'année. Il y a un autre constat qui est important, hein, c'est que le lait français est moins riche en matières grasses et en protéines, tout simplement parce que la richesse est moins payée en France. Hein. Et c'est une des raisons pour lesquelles on apporte de la crème et du beurre, hein, parce qu'on a un lait qui est pas suffisamment riche en matière grasse. Donc ça, c'est un autre point qui est mis en avant par cette étude. Alors cette étude, en fait, ce qu'on vient de dire là pour les céréales et pour la production animale, en fait, confirme le choix politique qui a été fait pour la France à l'intérieur de l'Europe, c'est-à-dire un choix original, hein, qui n'est pas dans la ligne de ce qui s'est passé dans les autres pays européens, qui est de limiter la taille des exploitations et de faire en sorte qu'elles restent familiales. Sauf que le revenu de ces exploitations aujourd'hui permet plus de vivre correctement. Voilà, hein, d'où la recommandation du rapport qui est en fait de mener un travail de pédagogie pour éclairer les écarts entre les attentes sociétales et les réalités de la consommation. Et il y a du travail, quoi. Eh ben, il y a du boulot. Ouais. Eh bien, merci Jean-Marie. À très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. Au revoir.